Amis des oscilloscopes, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oscillo Story. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode dans cette série. Et aujourd'hui, je voudrais revenir un petit peu sur l'utilisation un petit peu des sondes, quand est-ce qu'il faut se mettre en x1, en x10, comment en gros on peut connecter un signal ici sur un oscilloscope. Alors j'ai déjà traité un petit peu de ces sujets, mais je m'aperçois que j'ai encore souvent des questions et des confusions, donc aujourd'hui voilà, je vais revenir un petit peu sur ces histoires-là, et en espérant voilà, être le plus simple possible, le plus pratique possible. Alors je rappelle que la plupart des oscilloscopes, qu'ils soient analogiques ou numériques, ont un certain nombre d'entrées, qui peut aller de 1 à 4 généralement, parfois plus, mais c'est assez rare. Et très souvent, ces entrées utilisent des connecteurs dits ici BNC. Et donc, ce que va faire l'oscilloscope, c'est qu'il va afficher sur l'écran l'évolution de la tension sur les entrées, comme ça, en fonction du temps. Ces entrées ont des caractéristiques qui sont généralement toujours un peu les mêmes, enfin, je veux dire, pour la plupart des oscilloscopes, et d'ailleurs qui sont souvent rappelés ici. Là, on voit par exemple 1 mégohm, 18 picofarad. Donc 1 mégohm, c'est l'impédance d'entrée, c'est-à-dire que si en gros on mesurait avec un ohmmètre la résistance qu'il y a entre le centre ici et la BNC, on trouverait 1 mégohm. Et 18 picofarad, c'est aussi qu'on trouverait une capacité parasite. Donc cette capacité, bien sûr, des fois, elle peut jouer dans la mesure où, par exemple, c'est un oscillateur. C'est le fait de rajouter une capacité à un endroit peut aussi le modifier. J'ai déjà connu des circuits où le simple fait de mettre une sonde d'oscilloscope dessus les empêchait de fonctionner. Enfin bon, c'est pas là le propos. Et donc, très souvent, ces oscilloscopes, quand on les achète, ils sont vendus avec des sondes. Donc c'est le cas par exemple là, de cet oscilloscope que je vous ai déjà souvent présenté, là, le Siglent 1202XE, qui reste encore, même s'il commence à être assez ancien ce modèle, un appareil qui pour moi, pour un amateur, a un très bon rapport qualité-prix. Et donc ces appareils-là sont vendus avec des sondes. Alors là, j'ai plus les sondes d'origine. Pourquoi? Parce que la sonde d'origine, il y en a une qui s'est coupée. Et donc j'en ai racheté, et j'en ai profité pour acheter des sondes qui en même temps ont une meilleure bande passante, vu qu'on voit que là c'est des sondes de 250 mégas. Je rappelle que si on met des sondes 200 mégas sur un oscilloscope de bande passante 200 mégas, je veux dire, la vraie bande passante avec les sondes, elle est un petit peu atténuée, parce que les deux atténuations, je veux dire, en fin de course, on va dire, s'additionnent. Donc on a toujours intérêt à utiliser des sondes avec des bandes passantes plus élevées, même si c'est pas vraiment très gênant. Mais bon, donc j'ai mis ces sondes-là, enfin, quelles que soient les sondes, généralement, les sondes d'oscilloscope, voilà, là, on va les brancher ici. Et ces sondes, généralement, au bout, donc, elles se présentent comme ça, avec là, ici, ce blindage lame, et éventuellement, donc, différents accessoires. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, parce que c'est pas vraiment le but, ici, de la vidéo. Et surtout, et c'est ça qui est éventuellement intéressant, là, comme on peut voir, cet interrupteur x1, x10. Et une question que les débutants, je veux dire, se posent souvent, c'est, mais il faut utiliser quoi, x1 ou x10? Et là, pour être, je veux dire, très simple et très pratique, ma réponse, ça va être qu'il faut toujours utiliser x10, sauf si on a une bonne raison d'utiliser x1. Et on va voir qu'il n'y a en gros qu'une seule bonne raison d'utiliser x1, et qu'il y a un prix à payer pour ça. Alors, je vous renvoie sur ma vidéo sur les sondes d'oscilloscope pour plus de détails, mais je veux dire, l'intérêt des sondes utilisées justement en x10. Pourquoi x10? Parce que je rappelle qu'elles multiplient l'impédance d'entrée x10, c'est-à-dire que là, l'impédance d'entrée vue sur la sonde, c'est plus 1 mégohm, mais 10 mégohm, c'est-à-dire que ça perturbera encore moins le circuit que l'on mesure, et en même temps, ça permet de, je veux dire, faire que l'atténuation de bande passante qu'on pourrait avoir à cause du câble se trouve fortement minimisée. Et c'est pour ça qu'on a toujours intérêt à les utiliser. Alors, vous allez me dire, si c'est si bien d'avoir du x10, pourquoi il y a aussi du x1? Bonne question. D'ailleurs, très souvent, sur les sondes de très bonne qualité, souvent, c'est fixe, il n'y a pas cet interrupteur. Parce que le simple fait de mettre un interrupteur sur le trajet du signal, en fait, c'est pas très bon. Enfin bon. Il y a quand même des bonnes sondes qui ont cet interrupteur. Et pourquoi cet interrupteur? Parce que le fait d'augmenter cette impédance d'entrée x10, ça se paye par une division par 10 de la tension. C'est-à-dire que quand je mesure ici 10 volts sur une sonde x10, vu l'entrée de l'oscilloscope, il n'y aura que 1 volt. Et c'est voilà, c'est le prix à payer, on va dire, pour tous ces avantages-là. Or, si on regarde bien un oscilloscope comme ça, dans la sensibilité qu'il a
minimum, par exemple, là si je tourne au maximum, il a une sensibilité de 500 microvolts par division. Mais si je me mets en x10, eh ben, ça veut dire que je la multiplie par 10. Je passe de 500 microvolts par division à 5 millivolts par division. Et c'est ça, en fait, on va dire, le prix à payer. Et alors, pour bien voir ici, justement, l'effet que ça a sur la bande passante, ce que je vous propose de faire, c'est que, à la sortie de mon générateur, là, mon générateur de fonction, j'ai mis ici ce doubleur, et on va brancher les deux sondes de chaque côté, mais on va en mettre une en x1, et on va en mettre une en x10. Voilà, comme ça, on pourra voir les différences. Alors, allons-y gaiement. J'enlève ici les cabochons temporairement. Et grâce à ces petits adaptateurs, là, je vous ai déjà montré, je vais pouvoir mettre les sondes. Alors, allons-y gaiement. Donc, j'ai branché les deux sondes. Et là, pour l'instant, j'ai un signal de 1 kHz. Et comme on peut s'y attendre, bah, on voit la même chose sur les deux voies. Par contre, regardez bien. Sur cette voie-là, je suis à 200 mV par carreau. Sur cette voie-ci, je suis à 20 mV par carreau. En sachant que pour l'instant, je suis toujours réglé ici en x1. On voit bien ici que cette voie-là, donc qui est la sonde, est en x10. Et bien, si je suis toujours là sur les mêmes gammes d'entrée, et ben, on voit que le signal est 10 fois plus faible. Donc, ici, on constate bien ce que je vous ai dit. Alors, ce qui est bien sûr important de comprendre, c'est que sur les oscilloscopes numériques et sur certains analogiques, on peut, de façon à avoir des affichages cohérents, dire à l'oscilloscope le type de sonde que l'on a. Là, on va regarder que sur cette voie-là, je lui ai dit que j'avais une x1 et ici une x1. C'est-à-dire que lui, il m'affiche bien les tensions que j'ai à l'entrée. C'est pour ça que là, je les vois pareil, mais on voit que sur la voie ici en haut, je suis à 20 mV par carreau, alors que là, je suis à 200 mV. Si je veux lui dire la vérité, c'est-à-dire que je vais lui dire que sur cette voie-là, j'ai une sonde x10. Voilà. Alors regardez bien, le fait d'avoir fait ça, ça n'a rien changé ici sur l'amplitude. Je rappelle que ces réglages ici, x1, x10 et tout, ça ne change rien au niveau de l'oscilloscope. Je veux dire, au niveau de l'entrée du signal affiché, ça ne change rien. Ça lui indique juste le taux, on va dire, d'atténuation. Et grâce à ça, on peut voir ici que maintenant, sur la voie 1, il voit bien que je suis en 10 fois, alors que l'autre, je suis en 1 fois, et les deux affichent 200 mV. C'est-à-dire que dans la mesure où je lui ai dit que j'avais en fait un signal atténué par 10, bah, toutes les mesures qu'il va m'afficher, il va les multiplier par 10. Ce qui fait que maintenant, je peux bien comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que là, comme c'est le même signal, bah, je vois que les deux, ici, ils font 200 mV. Et donc là, maintenant, si je faisais des mesures, des trucs comme ça, je veux dire, ils seraient cohérents par rapport à ça. Alors, on va dire, bah, c'est génial ton truc. Mais en effet, là, on peut se dire, bah, c'est très bien d'utiliser x10. Maintenant, c'est en effet, on baisse ici l'amplitude. C'est-à-dire que je vais vraiment baisser ici l'amplitude de mon signal. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé l'amplitude de sortie de mon générateur. J'ai un signal ici de 20 mV. Exactement, voilà. Or, qu'est-ce qui se passe? On voit que les deux voies ici m'affichent toujours, visiblement la même amplitude, mais bien sûr, comme lui est en x10, là, la vraie sensibilité, maintenant, elle est de 500 microvolts. Elle est plus de 5 millivolts, même si ici, il m'affiche les deux. Pourquoi? Parce que la 1, là, on voit qu'elle est toujours, je veux dire, en mode x10. Mais si je me remettais en x1, c'est-à-dire la vraie tension qui mesure, là je suis en 500 microvolts. Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, comme là je m'approche vraiment on va dire, ce qu'on appelle le plancher de bruit de l'oscilloscope, bah ici, voilà, j'ai un signal qui est très très parasité. Ça veut dire que là, ce qui veut dire que là, si je me remets là en x10, j'ai toujours la mesure, mais on voit que le fait d'utiliser une sonde x10, déjà, ça me pénalise dans la mesure où je vais avoir un signal beaucoup plus bruité à faible niveau que ici en x1. On voit qu'en x1, mon signal, il est quand même bien meilleur parce que bah, y a aussi du bruit dessus. Mais il est 10 fois plus faible, donc je ne le vois pas. Donc ça, c'est une des raisons qui fait qu'éventuellement, on a intérêt à utiliser la sonde en x1. Mais bien sûr, le prix à payer, on va voir, c'est une diminution de la bande passante. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, donc je vais me remettre avec une tension de sortie de 1 volt, par exemple. La bande passante normalisée à moins 3 dB, c'est quand le signal est atténué, hein, je vous rappelle, de 0,700 fois sa valeur. Donc là, par exemple, j'ai 1 volt. Donc ça veut dire que si j'affiche ici, grâce aux mesures, on voit que j'ai à peu près les mêmes tensions. Quasiment 1 volt ici, les mêmes tensions sur le devoir. Mais si maintenant j'augmente la fréquence, voilà. Donc là, par exemple, je suis à 10 kHz. Donc à 10 kHz, on peut voir que les tensions sont toujours à peu près pareilles, impeccable.
Maintenant, on va passer à 100 kHz. À 100 kHz, on voit que c'est toujours à peu près pareil, impeccable. Maintenant, 1 MHz. 1 MHz, c'est toujours bon, très bien. Alors, on va continuer, 10 MHz. Et là, là, on commence à avoir une sacrée différence. On voit que maintenant, à 10 MHz, ma voix x10, elle est impeccable, elle est toujours à peu près à 1 volt, alors que l'autre, là, elle a considérablement baissé. Hein, elle est justement à peu près, hein, si on veut regarder à partir de quand elle est à 0,7, voilà, c'est à peu près ici, on va dire, peu de choses près. Bon voilà, c'est pas précis. Mais voilà, on voit très bien maintenant, hein, grâce à cette mesure, que avec une sonde x10, j'ai pas de perte quasiment de bande passante, c'est-à-dire que je suis toujours bon, je veux dire, à peu près 9 MHz, alors que maintenant, en x1, ça s'écroule. Et si je continue à monter, hein, voilà, c'est-à-dire que maintenant, là, je suis par exemple à 30 MHz, là, on voit qu'il y a une sacrée différence. C'est-à-dire que là, en x1, je vois 376 millivolts, alors que sur l'autre voie, ça a quasiment pas baissé. Et donc ça, on voit que c'est un des prix à payer. Hein, le fait d'être en x1, et la bande passante est très limitée. Alors pour info, il y a une autre façon de voir ça, hein, c'est que si on prend un signal carré, là par exemple j'ai un signal carré ici à 1 MHz, on peut voir que le front monté, hein, c'est les mêmes impulsions, elles ont la même amplitude, mais on peut voir que le front, ce qu'on appelle le front de montée de l'impulsion, sur la voie ici qui est en x1, il est, je veux dire, ralenti. Et ce qui est normal. Hein, je rappelle qu'une limitation de bande passante, ça revient à faire quelque part un fil passe-bas, et comme ici la transition, c'est quelque chose qui correspond à un signal très rapide, donc un signal avec une composante HF importante, ici il est filtré, et on a ici cette impulsion qui varie. Et ça, voilà, ça introduit bien une erreur de mesure. Alors, on va faire par exemple, là, avec une vobulation, justement, bien visualiser la bande passante des deux voies. Voilà, donc ici avec un vobulateur, hein, pour info, là je scanne de 1 MHz à 30 MHz. On voit que sur la sonde x10, il n'y a quasiment pas d'atténuation, hein, il y en a un petit peu. En x1, on voit une atténuation qui est très forte et très marquée. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai montré, ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand on utilise une sonde en x1, déjà on réduit la bande passante, en gros il faut raisonner de l'ordre à 10 MHz, hein, je veux dire, quelle que soit la bande passante de l'oscilloscope et de la sonde. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il est important de se rappeler. Parce qu'on est obligé d'utiliser des sondes d'oscilloscope pour se connecter. Alors pas du tout, il n'y a rien qui l'oblige. On peut très bien utiliser des câbles coaxiaux, par exemple, ou des choses comme ça. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pareil, hein, comme je vous l'ai déjà montré, un câble, il faut qu'il soit adapté au niveau de l'impédance. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé une sonde par un câble 50 ohms. Et alors, on voit, ça fait des tas de bêtises. D'abord, on voit que là, pour le coup, la bande passante, là, je veux dire, la courbe, elle est un petit peu bizarroïde, mais que même sur la sonde x10, ça fait une atténuation qui est tout à fait pas correcte. Et ça, pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas d'adaptation d'impédance. Hein, je vous rappelle que ici, le câble, là, je veux dire, c'est un câble 50 ohms qui est chargé par une impédance de 1 mégohm. Donc ça fait que des tas de bêtises. Regardez maintenant ce qui se passe si je mets bien une terminaison 50 ohms au bout du câble. Bon, et voilà. Là, ce que j'ai fait, pour le coup, on peut voir, j'ai mis le câble BNC, mais avec une terminaison 50 ohms. Et là, voilà, j'ai quelque chose de parfait. On voit que la bande passante ici est bien... je veux dire, constante, qu'il n'y a pas d'atténuation. Donc, ce qu'il faut retenir aussi de ça, c'est que c'est un petit peu comme les sondes en x1. Si on se branche ici directement avec une BNC, je veux dire, mais sans que les impédances soient adaptées. Quand je dis adaptées, c'est non seulement ici, au niveau d'oscilloscope, par du 50 ohms, et aussi au niveau de la source, c'est pareil, je veux dire, en BF, je veux dire, ça ira, mais passer quelques mégahertz, on aura des aberrations de signal qui ne sont pas correctes. Donc voilà, ce qu'il faut se rappeler, c'est ça. Alors, dernier truc, hein, à la limite, on pourrait dire, mais qu'est-ce que tu t'embêtes ici avec des câbles blindés et tout? Pourquoi tu mets pas de la bonne vieille fiche banane? Je rappelle qu'il y a des adaptateurs, voilà, comme ça, BNC banane. Alors justement, on va faire l'essai. Qu'est-ce que ça donne maintenant si je mets du fiche banane, comme ça, directement? Avec comme ça, on va dire, de la fiche banane, voilà ce qu'on a. Et là, pareil, on peut voir qu'on a quelque chose de vraiment,
très pourri au niveau de la bande passante. Alors, on va dire, mais pourquoi sur la voie x10, c'est aussi changé? Bah, c'est normal, c'est parce que faut pas oublier que la sortie de mon générateur, hein, c'est comme tout à l'heure, dans la mesure où elle est adaptée, elle est chargée par une charge qui est pas, je veux dire, constante et adaptée en fonction de la fréquence, ben, elle varie. Donc ça joue aussi, on va dire, sur la sortie du générateur. Mais en même temps, indépendamment, je veux dire, de la bande passante, même en BF et tout, bon, je vais pas vous le montrer, mais je veux dire, le fait d'utiliser comme ça du câble du câble de la fiche banane, c'est-à-dire du câble non blindé, ça fait aussi qu'on va avoir quand même pas mal de niveaux de parasites et de choses comme ça. Donc honnêtement, c'est pas vraiment, je veux dire, quelque chose de souhaitable, à part vraiment, voilà, quand vous faites avec des niveaux de tension assez élevés en BF, on peut éventuellement le faire, mais enfin voilà, c'est pas vraiment fait pour ça. Alors une dernière chose qui est importante, hein, je vous en avais déjà parlé, mais là je peux vous le rappeler un petit peu, c'est que là par exemple, je suis dans le cas où je branchais sur la même sortie de mon générateur, j'ai un câble 50 ohms hein, qu'on voit ici, et j'ai ici ma sonde x10. Donc là, même signal, j'ai à peu près la même chose. Bon là on voit qu'il y a un petit pic, mais enfin, je veux dire, c'est à peu près la même chose. Donc on pourrait se dire, c'est normal, après tout, ça mesure le même signal. Pourtant, on peut voir quelque chose qui est assez intéressant, c'est que si on grandit ici le front, qu'est-ce qu'on peut noter? C'est que les deux signaux, ils sont décalés dans le temps. On le voit ici très très bien. Et pourquoi ils sont décalés dans le temps? Ils sont décalés dans le temps parce que je vous rappelle que, je vous avais déjà aussi montré ça dans une vidéo, un câble coaxial, c'est aussi une ligne à retard. Or, même des sondes ont aussi un retard. Maintenant, quand on utilise les deux mêmes sondes, deux sondes de même type sur les deux voies, elles ont le même retard. Donc même si dans la réalité, l'oscilloscope il reçoit les deux signaux avec 10 nanosecondes de retard, il reste, on va dire, cohérent par rapport à eux-mêmes. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que je pars bien du même signal au niveau du générateur, mais ils vont utiliser à la fois ici la sonde et à la fois ici le câble coaxial qui ont des vitesses différentes. Ce qui fait que là, on peut voir un décalage. Alors ce décalage, en fait, il n'est pas réel, dans la mesure où à la base, c'est le même signal. Alors ça, c'est quelque chose qui, des fois, peut être gênant, et que sur la plupart des oscilloscopes numériques, on peut régler. Hein, je vous rappelle que ça se règle. Hein, c'est ici, par exemple, on voit, c'est le fameux paramètre qui s'appelle ici DSQ, et on voit que grâce à ce paramètre ici DSQ, voilà, on peut rechanger, voilà, de façon à ce qu'il soit bien ici en phase. Voilà. Et là, on voit que ça fait quand même 1,64 nanosecondes de différence. Alors bien sûr, cette différence, elle va dépendre énormément de la longueur du câble, du type de câble, et ainsi de suite. Mais alors ça, c'est quelque chose qui, dans certains cas, hein, je veux dire, il y a des tas de cas où c'est pas gênant, ça peut quand même être gênant, et il faut penser éventuellement à le régler. Alors, il est évident que quand vous allez faire des mesures, je veux dire, en relativement BF, ou, enfin voilà, c'est quand même une différence, souvent c'est de l'ordre de la nanoseconde ou de la dizaine de nanosecondes. Dans bien des cas, on n'en a rien à faire. Mais dans certains cas de circuits logiques ou autres, ça peut jouer. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, hein, je connais un ingénieur, hein, parce que du temps de l'analogique, ça existait aussi. Mais bien sûr, il n'y avait pas de réglage pour le compenser, mais il fallait l'avoir en tête. Par exemple, si je mesurais sur un analogique, je sais pas moi, 5 nanosecondes de décalage, il fallait que je le garde en tête, que toutes mes mesures entre les deux voies étaient séparées de 5 nanosecondes. Et je me rappelle un ingénieur qui avait complètement zappé ce truc-là, et qui a cherché pendant des heures, si ce n'est des jours, un problème dans son circuit, alors que c'était simplement ça le problème, c'était un décalage, alors que dans la réalité, au niveau des signaux, il n'y en avait pas. Enfin bon, ça c'est quand même quelque chose honnêtement qui n'est pas forcément très important, mais voilà, surtout comme je vous ai montré aussi sur les oscilloscopes qui ont la capacité de faire à la fois analyseur logique et oscillo, souvent le skew est aussi pas bon, il faut ici le régler. Alors attention, ce paramètre des skew là, selon les oscillos, il revient ou pas, je veux dire quand on fait défaut, là quand j'appuie sur défaut, voilà, on voit que ici il revient à 0, mais c'est pas forcément le cas de tous les oscillos. Et alors c'est pour ça que quand vous utilisez un oscilloscope qu'éventuellement quelqu'un d'autre a utilisé avant vous, vous connaissez pas bien et tout, vérifiez-le quand même des fois, même en appuyant sur défaut, il y a des oscillos où ce truc-là ne change pas. De même que là, on peut voir que sur cet oscilloscope-là, quand je suis en x1, et je change ici pour me mettre en x10 par exemple, voilà, quand je fais défaut,
ici, il revient en x1. C'est pas le cas de tous les oscillos. D'ailleurs, je trouve que c'est pas très malin qu'on fasse défaut de revenir en x1 parce que, enfin, quelque part, c'est dans la mesure où, comme je l'ai dit, généralement, on va utiliser les oscillos avec des sons de x10. D'avoir choisi comme défaut le x1, c'est un peu bizarre. Soit ils ne devraient pas le changer, soit au pire, ils auraient dû prendre x10. Bon, enfin bon. Je veux dire, du moment qu'on le sait, c'est le principal. Hein. Je rappelle que ce réglage x1, x10, il est surtout important de façon à ce que les indications de tension sur l'oscilloscope soient correctes. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé et aura aidé, je veux dire, peut-être les débutants maintenant à pouvoir choisir donc voilà, comment régler leur sonde. Hein. Donc je résume hein, très rapidement. En gros, quand vous utilisez une sonde d'oscilloscope, utilisez-la toujours en x10. Pensez à mettre le x10 sur votre oscillo pour avoir des indications de tension correctes. Et tant que vous mesurez des tensions relativement élevées, ça ira. Si par contre, voilà, vous avez des problèmes d'amplitude et que vous êtes obligé de passer en x1, rappelez-vous simplement que ce sera au détriment de la bande passante. Vous avez vu, ça limite la bande passante aux alentours de 10 MHz, donc si vous faites de l'ABF, des trucs comme ça, c'est pas gênant. Et de même, hein, si vous utilisez des câbles coaxiaux, pensez toujours à l'adaptation d'impédance, sinon, il y aurait des problèmes, mais encore une fois, pareil, si vous êtes en BF ou voilà, avec des fréquences, on va dire en dessous de 1 ou 2 MHz, à la limite, vous n'aurez pas de soucis. Pour info, je fais cette vidéo, là, on est le 17 décembre, et ça caille, vraiment, ça caille fort. Il faisait -2, -3 chez moi ce matin. Et il paraît que ça va se réchauffer, mais c'est vrai que dans le labo, là, il fait vraiment pas chaud. Vous avez sans doute noté que le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An tombaient un samedi soir. Et donc, pour faire mon live, on va dire, du mois de décembre, je me suis dit, c'est pas terrible, hein, je pense que vous comme moi, on sera occupé à autre chose. Donc, je me suis dit, dans la mesure où en même temps, je suis en congé entre Noël et jour de l'an, que pour changer, on allait faire le live un mercredi. Donc, le live du mois de décembre, le live de fin d'année, si on veut, ça sera donc le mercredi 28 à 21h, avec, bien sûr, la surveillance active de notre ami Nico. Donc voilà, préparez bien les fêtes de fin d'année. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Et tu voulais savoir si moi j'étais végan? Ah non, je suis pas végan. Moi je mange de tout, y compris de la viande. Quoi, t'es végan toi? Ouais. Eh ben c'est bien, comme ça, après Noël, tu pourras bouffer le sapin. Que Deskew, le démon de la synchro, vous mette bien en phase, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.